Autogroupe AOM, partenaire de Mobilidé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 147e numéro de Mobilité, votre magazine automobile sur votre média de proximité. Bienvenue au salon Rétromobile à Paris, 49e édition à la porte de Versailles. 550 exposants, plus de 1000 voitures exposées. Ce salon s'annonçait prometteur, on en a pris plein les yeux. Tout de suite le sommaire de cette émission. Sa carrière aura duré 20 ans, la DS est devenue une véritable icône de l'automobile française. La DS est plus qu'une œuvre d'art, elle incarne un art de vivre. Présentée en 1972, la Triumph Dolomite incarne le charme à l'anglaise, mais la Dolomite n'a pas été qu'une simple berline, puisqu'avec la version Sprint, elle est aussi devenue une vraie sportive. La jeune et belle histoire de Cupra grandit encore. Lancée en 2018, Cupra est la marque automobile qui connaît la croissance la plus rapide en Europe. Ce mois-ci, nous testons le Terramar, un SUV familial annoncé aussi comme sportif. Preuve que ce salon rétromobile gagne en importance, la présence de plus en plus nombreuse de constructeurs comme Toyota, Cadillac, Porsche, Bentley, c'est une première, Skoda également, qui fête ici à Paris ses 130 ans. Une autre marque du groupe VW, Cupra, n'est pas là, mais Cupra devient un acteur majeur dans le segment premium. Entre le Formentor et le Tavascan, il y a le Cupra Terramar. Et qui dit Cupra forcément dit sportivité. D'ailleurs, ce Terramar se définit comme un SUV sportif. Terramar, tiens, c'est le nom d'un ancien circuit automobile situé près de Barcelone et qui a fonctionné jusqu'au milieu des années 50 avant d'être fermé pour des raisons économiques. Son tracé ovale inspiré des circuits américains a fait que ce circuit a marqué l'histoire. À l'image du Cupra Terramar, eh bien c'est ce que nous avons voulu savoir, c'est notre test du mois. Vous trouvez que le VW Tiguan n'est pas assez musclé et charmeur? Voici son cousin, le Cupra Terramar, qui a tout pour plaire avec sa face avant en forme de tête de requin, une signature lumineuse à 3 triangles et encore des feux arrière qui éclairent le logo de la marque. Avec toujours ces petits triangles qui font que le SUV espagnol a une personnalité certaine. Et un caractère, il est vrai, plutôt affirmé. Ses dimensions sont quasi les mêmes que celles du Tiguan, 4,52 m de longueur, 1,86 m de largeur et un empattement de 2,68 m. À l'intérieur, eh bien, c'est assez sobre, on est clairement dans l'environnement Cupra avec des matériaux de très bonne qualité, de très bonne finition, comme ces plastiques moussés là sur la planche de bord. Il y a ces détails cuivrés qui font que cette voiture a une vraie personnalité. Alors oui, il reste quelques plastiques durs, mais dans l'ensemble, il faut reconnaître que c'est vraiment très beau. L'écran de 12,9 pouces au milieu de la planche de bord est celui qu'on retrouve aussi dans le VW Tiguan avec des raccourcis personnalisables. Non seulement la résolution est très bonne, mais je trouve que l'écran est assez facile à utiliser malgré la multitude de fonctionnalités. Et dans l'ensemble, une fois maîtrisé, il ne nuit pas à l'expérience de conduite que du contraire. Astucieux, la recharge à induction pour le smartphone est refroidie pour éviter qu'il ne surchauffe trop lors des charges rapides.
Terramar se revendique un SUV familial compact. Pari gagné quand on voit la place dont disposent les passagers à l'arrière, avec une banquette coulissante sur 15 cm. En fonction de l'avancement de celle-ci, le volume du coffre passe de 400 à 490 litres. Là par contre, ce n'est quand même pas énorme pour un SUV familial. La version micro-hybride, elle, offre un volume plus grand, jusqu'à 630 litres. 3 versions de cette Cupra Terramar sont proposées, dont une version mild hybride 1,5 litre TSI de 150 chevaux, une version 2 litres TSI de 265 chevaux, et puis celle que nous testons, c'est la plus puissante, l'hybride rechargeable de 272 chevaux, grâce notamment à une batterie de 19,7 kWh, batterie intégrée qui offre une petite centaine de kilomètres d'autonomie. En réalité, quand nous l'avons prise en main, il y en avait 82 pour être tout à fait précis. C'est plus que suffisant notamment pour faire des trajets domicile-travail ou des trajets quotidiens, tout simplement. De plus, on a la possibilité de recharger sur une borne rapide. On peut ainsi réaliser une charge jusqu'à 80% en moins d'une demi-heure. Par défaut, vous roulez d'abord en électrique, mais assez facilement, vous pouvez décider de rouler en mode hybride. Une fois les batteries vides, le moteur essence se met en route automatiquement. Avec une autonomie de 500 km, c'est confortable, c'est doux, grâce notamment au système de suspension adaptative livré de série qui permet de limiter les mouvements de caisse. Et l'identité sportive de cette voiture, eh bien, c'est pas très flagrant en fait, en rappelant qu'il faut quand même déplacer pas moins de 1900 kg. Et si malgré tout, vous voulez aller titiller ce Cupra Terramar en termes de performance, eh bien, vous serez surpris par quelques à-coups au niveau de la boîte et puis un freinage qui, du coup, n'est plus très réactif. Bref, on parlera plutôt d'une voiture dynamique et surtout très agréable, avec un couple de 400 Nm et la boîte DSG à double embrayage à 6 rapports qu'il conviendra de ménager pour vraiment en profiter. Les salons de l'auto classique, le salon de Paris, le salon de Genève, tous ces salons-là sont un petit peu en perte de vitesse. On l'a vu, le salon de Genève a disparu. Le salon de Paris, on sent que chaque année, tous les 2 ans, en tout cas, ils essaient un petit peu de relancer la machine. Les salons de l'auto classique sont un petit peu aléatoires. Vous avez eu un très beau salon de Bruxelles, mais ça reste des salons, en tout cas en France, qui sont encore très tournés vers la voiture de tous les jours, la grande consommation. Et c'est vrai que Rétromobile est en train de devenir, c'était un salon de l'auto de la voiture classique, et c'est en train de devenir un salon de la voiture plaisir en général, parce qu'il n'y a pas simplement des vieilles voitures, on a des voitures très récentes. Et si aujourd'hui en France, on veut accéder à un salon pour voir des voitures qui vont vous faire rêver, c'est à Rétromobile maintenant qu'il faut venir. Ouais. C'est un modèle phare des années 50, la Triumph TR3. Celle-ci, exposée au salon Rétromobile, date de 1961. On va aller quelques années plus tard encore, on est au cœur des années 70, avec la berline Triumph Dolomite que le constructeur britannique à l'époque avait voulu muscler avec une mécanique 16 soupapes. L'objectif était très clair, concurrencer une certaine BMW 2002. Le ton était donné, l'histoire nous est racontée par Vincent Franzen. Fondée en 1885 et pratiquant la vente de motocyclettes importées en Europe, la Triumph Motor Company est passée à l'automobile dès le début des années 20. C'est au cours des décennies 50 et 60 que le constructeur britannique allait connaître sa période dorée, avec des modèles tels que les TR3, TR4, Stag, Herald, mais aussi la Spitfire, roadster rustique, économique et amusant. À l'aube de la décennie 70, au sein de la gamme Triumph, c'est un peu tarabiscoté. La 1500 vient de remplacer la 1300, tandis que la Toledo, qui se présente sous la forme d'une 1300 à 2 portes, fait office d'entrée de gamme. Et encore, on ne vous parle pas de l'anecdotique Toledo 1500 à la diffusion limitée. Apparaît ensuite la 1500 TC, au design enfin plus sexy et au train arrière
plus moderne. Ce qui nous amène enfin à la Dolomite. Présentée en 1972, elle se distingue par son niveau de performance plus élevé. Dès son entrée en scène, elle est équipée d'un 4 cylindres de 1854 cm3, donné pour une puissance de 91 chevaux. Et à l'aube des 70s, 91 chevaux, c'est appréciable. Si la Dolomite conserve une ligne très british, le coup de crayon est néanmoins italien, comme souvent d'ailleurs. C'est Giovanni Michelotti qui s'est chargé de dessiner la belle avec une ligne totalement en phase avec la décennie. Oubliez les courbes et les galbes des années 60, place à quelque chose de plus carré et très réussi. Comme si cela ne suffisait pas, Triumph décidait alors de coiffer sa gamme d'une Dolomite Sprint, apparue en 1973. Sous le capot, un 2 litres à 16 soupapes faisait passer la puissance à 127 chevaux, de quoi permettre au modèle d'abattre le 0 à 100 en à peine plus de 9 secondes. En passant, signalons qu'avec cette mécanique à 16 soupapes, British Leyland, propriétaire de Triumph, avait vu très clair, dès l'instant où ce type de moteur allait clairement devenir la norme pour les sportives dans les années 90, constituant une réponse idéale aux moteurs turbocompressés. L'équipement de la Dolomite Sprint était à l'avenant et jouait à fond la carte sportive. La ligne gagnait en agressivité avec notamment de très belles jantes de caractère, une calandre, 4 phares, un petit spoiler avant, une poupe noire, un toit en vinyle, etc. En fait, pour les décideurs de Triumph, l'objectif était clair, concurrencer une certaine BMW 2002 qui se présentait alors comme la sportive par excellence, rien que ça. Pas étonnant dès lors que la Dolomite Sprint allait se distinguer en compétition, notamment dans le cadre de courses pour voitures de tourisme. Des pilotes tels que René Meitsch, Jean-Pierre Josso, Jean-Louis Lafosse allaient en assurer la renommée et le palmarès, face aux 2002 évidemment, mais aussi aux Ford Escort Mark I et Mark II, Ford Capri et autres Opel Commodore. De sportif de la gamme, la Dolomite allait devenir, dès 1976, une appellation générique, avec une Sprint devenant la sœur turbulente des Dolomites 1300, 1500, 1500 HL et 1850 HL. Cette fois, on y voyait enfin plus clair. Et pour Triumph, le succès allait être au rendez-vous avec, depuis le lancement de la 1300, plus de 560 000 voitures produites. La Sprint sera même considérée par certains comme la sportive idéale pour ceux qui ont un jour roulé en Mini Cooper, qui se sont mariés, ont fondé une famille, ou comment joindre l'utile à l'agréable. Les Dolomites ne sont néanmoins pas toutes arrivées jusqu'à nous. Au cœur des années 70, les carrosseries des automobiles, y compris les anglaises, étaient fragiles et très sensibles à la corrosion. Quant à la qualité de fabrication, elle était quelque peu limitée. Il est vrai qu'à l'époque, la situation financière de Triumph n'était pas fabuleuse et tout prétexte à économie était le bienvenu. Résultat, nombreuses sont les Dolomites qui n'ont pas passé le cap. Aujourd'hui, la version Sprint de la Dolomite est la seule qui conserve une cote continuant de grimper. Mais attention à l'état de la voiture qui titille votre curiosité, car toutes les Triumph ayant atteint le cap du demi-siècle ne sont pas dans un état aussi impeccable que la version présentée ici. La fin de l'histoire de la Dolomite correspond aux premières heures des années 80. Le modèle sera remplacé par l'Acclaim, développé en collaboration avec Honda. Un modèle sans réel caractère qui sera d'ailleurs le tout dernier de la marque sur le front de l'industrie automobile. Qu'est-ce qui a pu motiver l'actuel propriétaire, 37 ans, de cette Triumph Dolomite Sprint, de jeter son dévolu sur une voiture sportive britannique? Eh bien, son papa. Et son papa, c'est Guy Pirenne, en fait. 17 participations aux 24 heures de Spa, 2 fois avec une Triumph Dolomite Sprint. Guy Pirenne qui nous explique que sur l'ancien Francorchamps, le grand circuit de Francorchamps, lorsqu'il est arrivé avec cette auto du côté de Hollowell, avant le freinage de Stavelot, eh bien, la vitesse de pointe était de 243 km/h, ce qui confirme que la Triumph Dolomite Sprint a un esprit qui vient de la compétition. C'est le plus gros salon au monde de ce genre d'exhibition de voitures anciennes. C'est très intéressant à voir. On passe pas mal de temps à fouiner, à aller regarder à gauche et à droite. Chaque fois qu'on fait 3-4 mètres, on trouve quelque chose de nouveau, d'intéressant.
je dirais c'est une petite remise. On remonte les horloges à quelques années, même de beaucoup d'années, pour retrouver des objets dont on a tous rêvé quand on était enfant, qui sont là aujourd'hui et puis qui font beaucoup plaisir à voir et peut-être à acquérir aussi pour certaines personnes. Les voitures anciennes, c'est les voitures qui polluent le moins parce qu'on ne doit pas les remplacer. Elles sont là, elles vivent très 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 longtemps. Produire une nouvelle voiture, ça consomme beaucoup d'énergie, ça pollue beaucoup l'atmosphère et la terre aussi. On le voit avec les voitures électriques, qu'est-ce qu'on fait des batteries quand elles sont usées et puis qu'est-ce qu'on fait pour les produire aussi. Donc les voitures anciennes, pour moi, c'est l'avenir. On l'appelle la Greta Thunberg belge ou encore la meuf du climat. En 2018, Adélaïde Charlier s'était fait connaître en tête des marches pour le climat, des marches qui avaient rassemblé des milliers de jeunes dans les rues de Bruxelles et de Wallonie. Elle dénonçait à l'époque une mobilité trop polluante, trop énergivore. Et aujourd'hui, 8 ans plus tard, qu'en pense-t-elle de cette mobilité? Elle en parle avec Damien De Rohan dans le Mobility Studio. Bonjour Adélaïde. Bien bonjour Damien. Et dans la série, que sont-ils ou elles devenus? Adélaïde Charlier, vous êtes activiste. Ceux qui se souviendraient plus trop bien, parce que ça remonte entre-temps à quelques années, sans dire qui vous êtes. Vos surnoms sont notamment la Greta Thunberg belge, Ok. la meuf du climat. C'est vrai. Il y a un reportage, c'est pas moi que je me serais pas permis un nickname pareil. Non, la meuf du climat, ouais. La meuf du climat. Et j'ai posé également la question à ChatGPT, non pas de qui vous êtes, mais si vous étiez un moyen de transport. Eh bien, le premier mot qui est ressorti, c'est la marche à pied. Ouais. Pourquoi en fait? Pourquoi êtes-vous connu via ça? C'est assez logique que Chad dise ça parce que c'était avec les marches du climat que moi j'ai commencé mon activisme. Et donc la marche est plus qu'un moyen de transport. C'est un moyen de revendication, c'est un moyen d'être inclus dans la démocratie. La marche, les manifestations, les grèves pour le climat, ça a été essentiel pour amener des politiques climatiques à un niveau européen et belge. Donc la marche, ouais, c'est mon moyen de transport, quoi. Adélaïde, lorsque nous sommes croisés à la foire du livre, que je vous ai proposé l'interview, vous m'avez directement demandé est-ce qu'on pourrait le faire à bord d'un train? Ouais, parce que pour moi c'était l'évidence du futur des transports, le train. Et j'adore le train. Je voyage toujours en train, que ce soit en Belgique ou ailleurs, traverser l'Europe en train. J'ai même fait mon voyage réto en train. J'ai décidé de ne pas prendre l'avion avec tous mes amis parce que pour moi c'est le futur de la mobilité et j'adore le train. C'est ma bulle, c'est mon espace. Je peux travailler, je peux écouter des podcasts, je peux lire et c'est pas moi qui gère les commandes. En préparation à l'interview, vous me disiez également que le train c'est aussi un moyen de transport écologique. Or, quand on calcule le CO2 ou même la production d'électricité pour transporter une personne dans un train moyennement rempli par rapport au véhicule à bord duquel on est, eh bien, notre quadricycle électrique est plus performant en fait qu'un train. Ah oui, c'est pas un peu un paradoxe? Déjà, il faut remplir les trains parce que c'est le futur. Du coup, moins il y aura de voitures, plus il y aura de personnes dans les trains. Mais évidemment qu'en fonction de la voiture, ce genre de voiture, c'est la voiture du futur. Mais regardez, elle est très petite, elle demande très peu de matières premières dans la production aussi, du coup très peu d'électricité. Mais les voitures qu'on voit se développer de plus en plus et qui sont en vente maintenant, elles sont de plus en plus grandes. C'est des gros 4x4 qui demandent beaucoup d'électricité et qui demandent beaucoup de matières premières, de choses qu'on va devoir limiter, qu'on doit déjà limiter maintenant. Donc la voiture du futur, elle ressemble plutôt à celle-ci qu'à la dernière grosse voiture 4x4 électrique qui vient de sortir. J'en reviens aux marches sur le climat, j'ai pensé à vous il n'y a pas longtemps, plus exactement en attendant un avion low cost dans un aéroport spécialisé, on ne citera pas lequel, mais c'est du côté de Charleroi. Et quand on pense à moi dans les aéroports. Magnifique, pourquoi? Parce qu'autour de moi, il n'y avait que des jeunes qui prenaient tous l'avion low cost pour partir à une destination continentale. Et je me suis demandé si 80-90% de tous ceux-là n'avaient pas, il y a quelques années, séché les cours pour participer aux marches pour le climat. Est-ce qu'il n'y a pas là également un peu une contradiction, un paradoxe? Oui, c'est sûr. Et s'ils ont marché dans les grèves pour le climat, je vais leur dire merci. Parce qu'il ne faut pas attendre d'être parfait avant de pouvoir s'engager pour demander que la transition écologique soit accessible à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, un avion low cost coûte presque rien. C'est ridicule. Ça coûte parfois plus cher d'aller à la mer du Nord de Namur que d'aller à Barcelone aller-retour en avion low cost. Et ça, du coup, évidemment que nous, on va se dire, on préfère aller à Barcelone. Dans les 27 mesures que vous avez prises
dans le cas de Youth for Climate avec des experts. Quelles sont les mesures concernant la mobilité du futur ? La mobilité du futur, dans ces mesures, on a vraiment parlé de l'importance du coup de vraiment soutenir financièrement les transports doux, les transports en commun, donc le train, le bus, les trams, les métros, ça a été vraiment élaboré. Soutenir évidemment l'électrification de tous les transports et entre autres les transports en commun. Et du coup, moi ce qui m'a intéressé dans ces mesures-là et ce que j'entendais chez les experts qui étaient pourtant des ingénieurs et vraiment plutôt dans les calculs, c'était de retrouver le lien dans les transports. Quelque chose qu'on a beaucoup perdu avec les transports individuels. Très grand merci pour ce petit tour autour de la maison communale de Saint-Gilles, dans un quartier très vert et qui pratique déjà beaucoup ce qu'on appelle la multimodalité. On a vu des trams, on a vu des vélos, on a vu des parkings, on a vu des voitures en multi-usage, en autopartage. C'est très facile de se transporter ici, c'est incroyable. Après hier, j'ai presque failli me faire renverser par une voiture quand même, mais ça reste quand même, ça se développe très bien ici et je suis très heureuse de ça. Un grand merci encore. Merci à toi de m'avoir fait découvrir le futur de la mobilité. Et dans tous les cas, bonne route. Bonne route. Elle a gagné le rallye de Monaco en 1959 et en 1966. Elle a transporté de nombreux chefs d'État. Elle est apparue dans de nombreux films comme Rabbi Jacob en 1973 avec un certain Louis de Funès. Elle, c'est la star de ce salon rétromobile, la DS, une véritable œuvre d'art qui fête ses 70 ans. Pour les plus jeunes d'entre nous, DS, c'est une marque automobile indépendante depuis 2014. Mais pour les plus anciens, la DS est avant tout un modèle iconique du constructeur Citroën, né il y a tout juste 70 ans et construite à près d'1,5 million d'exemplaires. Cette icône, cette grande dame de 70 ans, était tellement puissante en France, mais aussi en dehors des frontières de la France, qu'on s'en est inspiré, qu'on s'est appuyé dessus pour faire naître une marque automobile. Voilà, elle a un rayonnement tellement important que la marque s'est créée sur cette voiture iconique de 1955. Et donc on s'en inspire d'un point de vue design, d'un point de vue avant-garde et d'un point de vue savoir-faire également pour faire rayonner le savoir-faire et l'excellence française en dehors de nos frontières. Mais revenons au début de l'histoire, en 1955. C'est un designer italien, Flaminio Bertoni, et un ingénieur français issu de l'aéronautique qui dessine une voiture devant remplacer la traction avant et qui va bouleverser les codes et faire bondir la technologie. Pourquoi elle a marqué le monde automobile français, européen, voire mondial? Parce qu'elle a eu des lignes atypiques, des couleurs atypiques et un contenu technologique très fort pour l'époque, avec un système hydraulique qui commandait à la fois les suspensions à hauteur constante, une direction assistée, une boîte de vitesse semi-automatique à commande au volant et un freinage très puissant avec des disques à l'avant, une première sur une voiture de série à l'époque, qui en faisait une voiture avec une sécurité active très avancée et de très bon niveau. Que d'avancées technologiques majeures ont donc vu le jour avec la Citroën DS. La DS, à l'instar du Concorde ou du TGV, fait partie de ces moyens de transport aux technologies avant-gardistes qui ont fait rayonner l'industrie et le savoir-faire français dans le monde entier au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Les déclinaisons vont également se multiplier, un break en 58, puis une décapotable 2 ans plus tard. La DS est une voiture en vogue et elle va être particulièrement prisée des réalisateurs dans de très nombreux films. On se souvient de la DS de Fantomas, mais aussi dans Les Tontons Flingueurs, Les Grandes Vacances et beaucoup d'autres. Autre preuve de sa singularité et de ses lignes épurées, la DS se retrouve même au musée d'art moderne de New York. Elle inspire les artistes, même en herbe. Elle a aussi été la voiture des ministres, des hommes d'État et bien sûr associée au général de Gaulle, qui lui doit même peut-être d'avoir échappé à la mort en 1962. Lors de cet attentat, le 22 août 62, au Petit Clamart, donc pas très loin d'ici, effectivement, la voiture a été prise sous le feu des balles des terroristes et du coup, un pneu a été crevé. Et malgré ce pneu crevé, le chauffeur a pu maintenir le cap parce que la suspension hydropneumatique compense en fait ce manque dans un pneu et la voiture ne s'est pas arrêtée alors qu'une voiture classique aurait pu perdre la route, aller dans le décor. Et là, ça a permis de continuer de partir de ce guet-apens et de se mettre en sécurité. Et d'ailleurs, le général de Gaulle a gardé la DS jusqu'à la fin de sa vie comme voiture officielle et en a même acheté une quand il a quitté le pouvoir jusqu'à la fin de sa vie.
La carrière commerciale de la DS s'est maintenant achevée depuis près de 50 ans, mais elle est néanmoins montée sur le podium de la voiture du siècle derrière la Ford T et la Mini. Elle reste aussi produite par quelques orfèvres, comme Gérard Godefroy, qui signe ce coupé Grand Palais en version Resto Mode, une base classique et un confort moderne qui vous en coûtera près de 250 000 €. C'est moins que la version originale la plus chère de l'histoire, une DS 23i carrossée Chaperon est vendue à près de 350 000 €. Un succès tel qu'elle a fini par donner son nom, cette voiture, à une marque qui n'utilisera pourtant pas ses courbes élégantes comme base d'un futur modèle néo-rétro. Aujourd'hui, on a une ligne assez claire sur des objets qui sont modernes. On n'est pas dans le rétro design. La nouvelle numéro 8 de chez DS sera d'ailleurs le nouveau bateau amiral du constructeur français. On ne vous avait pas menti, ce salon Rétromobile version 2025 est absolument exceptionnel. Rien qu'en se baladant ici dans le pavillon numéro 3 avec la vente Arcurial, on en prend plein les yeux et il y a du belge. Regardez cette FN 1925, la 1300 Sport. Elle est en vente cette voiture entre 80 et 110 000 €. Une autre FN 1909. Elle est en vente entre 60 et 80 000 €. Mais il y a ici des voitures qui se vendent à plusieurs millions d'euros, Ferrari, Bugatti notamment. Allez, on se retrouve le mois prochain, 148e numéro de Mobilidé. D'ici là, bonne route et portez-vous bien. Ciao. Autogroupe AOM, partenaire de Mobilidé.